La pelote. France 2030 va soutenir l'exploration marine, les micro-réacteurs nucléaires, un certain nombre de choix qui peuvent paraître scientifiques, mais qui sont aussi des choix très politiques. Et pourquoi ces choix politiques plutôt que d'autres? Et pourquoi, surtout, il n'y a pas de débat, à minima au sein de l'Assemblée, à maxima au sein de la société dans son ensemble, alors que c'est tellement déterminant pour le futur de nos sociétés. La pelote. Bonjour et bienvenue sur La Pelote. Savez-vous comment se font les choix en matière de recherche scientifique en France et en Europe? Savez-vous pourquoi les efforts de recherche sont majoritairement portés sur l'aéronautique, la défense, le numérique et très minoritairement portés sur l'écologie et les sciences humaines? La recherche scientifique française et européenne, loin d'être un secteur à part, est le produit de choix politiques. Or, ces choix sont très peu débattus dans le champ médiatique et politique, alors que, à l'heure de l'urgence climatique et écologique, ils conditionnent notre avenir. Comment définir démocratiquement les priorités de recherche en France? Comment faire émerger le tiers secteur scientifique, cette pratique populaire et citoyenne de la recherche? Comment se réapproprier le débat sur nos orientations de recherche et qui correspondent à la satisfaction de nos besoins fondamentaux? C'est le combat de Sciences Citoyennes, cette association qui, depuis 20 ans, œuvre à rendre les choix de recherche plus démocratiques et à faire émerger une action citoyenne et de terrain de la recherche. Le temps d'un entretien passionnant, la déléguée générale de Sciences Citoyennes, Aude Laprand, a pris le temps de m'expliquer le combat de cette organisation sur des sujets totalement passés sous silence, mais fondamentaux pour notre avenir. C'est le 3e épisode de La Pelote. Bienvenue à toutes et tous. Aude, bonjour. Bonjour. Merci de ton accueil au sein de Sciences Citoyennes. Tu es précisément la déléguée générale de Sciences Citoyennes et on va aborder ensemble en fait à la fois la mission de cette association et puis dans les problématiques de recherche en France et puis aussi avec un angle européen. Et pour commencer, tout simplement, Sciences Citoyennes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est quoi votre mission? Sciences Citoyennes, c'est une association qui a été créée en 2002. Donc elle commence à avoir un petit peu d'ancienneté sur un objet sur lequel elle était un petit peu isolée lors de sa création, qui était comment penser les choix scientifiques et techniques, comment penser l'articulation entre science et débat démocratique. C'est une association qui a été fondée par des chercheurs en toutes disciplines, sciences expérimentales et sciences humaines, mais pas que, par aussi des citoyens qui s'alertaient de l'influence de certaines sciences et de l'absence de certains savoirs dans le traitement des crises environnementales, sociales et sanitaires, et qui appelaient de ses voeux une appropriation démocratique et citoyenne des sciences pour les mettre au service du bien commun. L'association s'est donné un certain nombre d'axes de travail pour œuvrer dans le sens de l'appropriation citoyenne et démocratique des sciences, qui restent toujours les mêmes aujourd'hui. Il y a la question de comment soutenir ce qu'on appelle le tiers secteur scientifique. Le tiers secteur scientifique, c'est un terme, un petit peu un néologisme de l'association à sa création, qui décrit l'ensemble des sphères de production de connaissances qui ne soient pas la sphère privée ni la sphère publique. Une sorte de tiers-état de la connaissance. D'accord. Il y a un grand axe de travail historique qui est le soutien à la liberté d'expression dans le domaine scientifique, technique et scientifique. Donc là, l'association a beaucoup travaillé dans son démarrage sur le soutien aux lanceurs d'alerte dans le champ scientifique et technique. Elle a beaucoup travaillé aussi à la question de la responsabilité des scientifiques. Et puis, un autre axe de travail important pour l'association est l'analyse et le soutien à une élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. Donc là, on va plus se situer en amont, effectivement, dans les stratégies publiques de recherche. Qui prend les décisions, comment, pourquoi et dans quel objectif? Donc il y a 3 missions. Soutien à la liberté d'expression dans le champ scientifique et technique, soutien à l'élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques, et le soutien, pour finir, du tiers secteur scientifique. Sur ce concept de tiers secteur scientifique, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça correspond à quoi? Ça correspond à qui?
Alors, c'est qui? Ce sont des groupes d'habitants concernés, par exemple. Un exemple très typique, ça va être un groupe d'habitants qui résident dans une zone industrielle, qui font face à des maladies qui peuvent être liées à des pollutions et pour lesquelles il n'y a pas les connaissances qui sont développées pour mettre en lumière la cause de ces maladies, puisque on a des disciplines scientifiques qui vont, pour l'une, étudier la pollution de l'eau, pour l'autre, la pollution de l'air, etc. Et prises de façon isolément, ces disciplines ne vont pas être en capacité de faire un lien causal entre les maladies et l'environnement humain. Et donc, on a la nécessité alors de faire appel à d'autres connaissances, puisque les habitants concernés auront développé une sorte de connaissance sur les maladies qu'ils rencontrent, pourquoi ils les rencontrent et qu'est-ce qu'il faut faire contre ça. Et donc, c'est un exemple de connaissances situées, issues d'un groupe d'habitants concernés. Après, les exemples aussi les plus typiques, les plus connus, c'est aussi les groupes de malades Qui se mettent en collectif qui et se qui mettent en essaient de collectif, faire qui monter la développent connaissance. un savoir-faire. Donc, c'est le savoir expérientiel, le savoir du patient. On a un exemple historique aussi lors de la crise du VIH, où on avait Oui. effectivement les patients du VIH Mm. qui ont bousculé les pratiques de recherche à un moment donné, en souhaitant que il faille prendre en compte leur savoir à eux et leur vécu dans la recherche qui est menée sur leur maladie. Ça, c'est intéressant dans cette recherche qui part en fait d'une expérience propre qui traverse le corps quasiment quand on parle des maladies ou des pollutions externes. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça en France. Est-ce que vous arrivez à le recenser? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de savoir expérientiel, beaucoup de savoir profane, énormément de savoir issus du monde associatif, des consommateurs, du monde syndical et autres. Des savoirs qui souvent, bien souvent, et c'est aussi une des raisons de la création de l'association, sont peu reconnus et peu légitimés par les pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que l'association, entre autres, s'est créée pour dire regardez ces savoirs, ils existent et ils sont certes pas issus de la même démarche scientifique que les savoirs académiques, mais néanmoins ils sont utiles et ils seront d'autant plus utiles dans les crises environnementales, sociales et sanitaires que nous rencontrerons, quoi. Et donc il est nécessaire de les reconnaître et de les prendre en compte dans les décisions publiques, en particulier quand il s'agit de décisions publiques qui concernent ces citoyens-là en particulier. Alors, une façon, nous, dans l'association citoyenne, qu'on a aussi d'essayer de soutenir le tiers secteur scientifique, c'est aussi en faisant du plaidoyer pour d'autres formes de recherche, du type de la recherche participative, où là, on n'est pas. Enfin voilà, on est sous une forme de légitimation des savoirs profanes par le croisement avec des savoirs universitaires, académiques, dans des processus de recherche qu'on exige, enfin qu'on souhaite être très exigeant, où se produit une véritable co-construction des connaissances à toutes les étapes de la recherche, que ce soit de la définition de la problématique, de la définition de quelles sont les données qui seront utiles dans le projet de recherche, la collecte des données, l'analyse des données, l'exploitation des résultats et la dissémination des résultats. Et pour ça, avec quelles équipes vous fonctionnez? Vous avez en interne des chercheurs, des gestionnaires de projets qui vont aller à la rencontre des habitants et des habitants qui ont subi les externalités. Comment ça se passe opérationnellement, en fait? Oui, oui. Alors, sauf cas plus exceptionnel, Science Citoyenne en elle-même n'est pas l'association qui va mettre sur pied ce type de recherche. Mmh. Nous, on se donne comme mission d'essayer de soutenir ce type de recherche tant que faire se peut. Et donc, on fait un espèce de travail un peu plus méta, où on va essayer de faire du plaidoyer politique pour que ce type de recherche soit soutenu D'accord. dans les institutions et qu'on se donne réellement les moyens de soutenir ce type de recherche. D'accord. Vous faites en sorte que ça puisse émerger de On manière fait en indépendante. sorte D'accord. que les acteurs qui souhaitent le faire puissent le D'accord. faire, quoi. D'accord. Et voilà, et on fait ce travail depuis plus de 20 ans, puisque les premiers plaidoyers qu'on a fait de ce type-là, c'était avec la région Île-de-France, et pour mettre sur pied un appel à projet de soutien à la recherche participative
participative qui a duré pendant un certain nombre d'années, soutenue par le Conseil régional d'Île-de-France. Et puis ensuite, il y a d'autres conseils régionaux qui ont mis ça sur pied. Puis ensuite, on a travaillé, par exemple, avec l'ADEME et des fondations privées pour mettre au point un appel à projet de recherche participative. Voilà, dernièrement, il y a l'Agence nationale de la recherche qui avait son propre dispositif en ce sens. Et pour nous, c'est très important qu'il existe effectivement un guichet qui soutienne ce type de recherche, qui a ses problématiques particulières, ses façons de faire particulières, qui a en particulier, voilà, il y a les obstacles qui sont souvent rencontrés par les acteurs que l'on rencontre et qui reviennent vers nous. Il y a des obstacles qui sont, ce qui revient très régulièrement, c'est la question du temps. Le temps de la recherche n'est pas le temps de l'action. Et donc, pour mener un travail de recherche ensemble, il est nécessaire d'arriver à faire en sorte de bien conjuguer ces différents temps, de bien conjuguer, de bien réussir à trouver un langage commun entre un monde associatif qui a ses objectifs, son vocabulaire, un monde universitaire qui a le sien. Et tout notre travail, c'est voilà, qu'il y ait des dispositifs qui respectent ce cadre, qui permettent que ce cadre soit fait, que les critères d'évaluation de la recherche soient modifiés du fait d'une pratique qui est renouvelée de la recherche, et voilà, et surtout qu'elle soit soutenue, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a quand même tendance à penser que la science, c'est quand même quelque chose de très institutionnel, qui vient d'en haut et qui descend vers les citoyens, etc. En fait, c'est tout l'inverse, en fait, que vous soutenez et que vous encouragez, en fait. Dans notre objectif majeur, qui est l'appropriation citoyenne et démocratique des sciences, il y a effectivement la question de qui choisit les choix scientifiques. Et à l'heure actuelle, c'est une question auquel peu de gens sont en capacité de répondre. Qui est éminemment politique aussi, on verra dans la suite de l'entretien. Et voilà, donc, quand on défend ce type de recherche, la recherche participative, c'est une façon de dire il faut faire en sorte que les personnes concernées puissent avoir leur mot à dire sur les sujets de recherche qu'elles veulent mettre en avant. Donc Science Citoyenne a publié au sein du collectif Horizon Terre une étude nommée « Stratégie de recherche publique, un angle mort de la démocratie ». Est-ce que tu peux me donner la raison de cette publication ? On a un collectif qui s'est monté autour des années 2020, qui s'appelle le collectif Horizon Terre. Donc le TER étant un acronyme pour Tous ensemble pour une recherche responsable et engagée, et qui fait écho au nom que se choisissent les programmes cadres de recherche européens, puisque nous sommes dans le 9e programme cadre européen, le 8e programme cadre européen s'appelait Horizon 2020. Et le nom qu'on s'est pris, Horizon Terre, était pour faire un petit rappel à ces programmes cadres sur lesquels l'association Science Citoyenne essaie de travailler, essaie de porter un plaidoyer. Pour la jeunesse de ce collectif, c'est aussi que dans les années 2019-2020, on était en pleine préparation du programme cadre Horizon Europe. Et Science Citoyenne essayait d'apporter une voix un petit peu dissonante aux orientations qui étaient prises, et c'est très difficile. Il y a très peu d'espace démocratique dans lequel le faire. Il n'y a rien qui est prévu pour qu'il y ait un débat sur ces choix scientifiques et techniques à l'échelle européenne ni à l'échelle française. Et donc, c'est aussi le fruit d'une sorte de frustration de se dire on va avoir un nouveau programme qui va démarrer, on n'a pas pu peser dessus. Et pourtant, la catastrophe environnementale s'accélère, et là, on ne va pas attendre encore 7 ans le prochain programme cadre avant de faire des propositions. On a essayé de constituer une sorte de shadow cabinet en disant si nous étions au pouvoir, voilà ce que nous promulguerions comme orientation prioritaire de recherche. Alors justement, moi j'ai regardé l'étude et il y a un chiffre qui m'a interrogé, c'est le pourcentage en fait dans le budget de l'État, le pourcentage alloué à la recherche qui est de 7%, que j'ai trouvé assez conséquent. Mais j'avais l'impression que dans l'étude, ce qui était questionné, c'est moins le montant à allouer que à qui c'était alloué. On a essayé d'agréger pour arriver à ce chiffre-là, à la fois le budget interministériel de recherche, qui est appelé dans le jargon la MIRES,
qui correspond voilà, aux dépenses de recherche qui vont aux universités, aux laboratoires, aux grands équipements et qui vont être sous le patronage du ministère de la Recherche, mais aussi du ministère de la Santé, ministère de la Défense, etc. Donc ça, c'est une part du budget de recherche. Mais il y a aussi, depuis quelques années, d'autres types de dépenses publiques qui vont vers des dépenses de recherche, qui sont en particulier les PIA, plans d'investissement d'avenir, qui, eux, sont directement sous le patronage du secrétariat général du Premier ministre et qui vont financer des choses qui sont à mi-chemin entre de la recherche et de l'innovation et du soutien industriel. Donc, on a essayé de distinguer parmi grandes enveloppes du PIA qu'est-ce qui nous semblait être directement allant soutenir la recherche en excluant là-dedans des choses qui sont plus du soutien à la compétitivité industrielle. D'accord. Et puis, ce qu'on a rajouté aussi dans les chiffres qu'on a traités, ce sont non pas des dépenses publiques, mais des absences de rentrée, puisque c'est du crédit d'impôt lié au crédit d'impôt recherche, qui correspond environ à entre 7 et 8 milliards d'euros chaque année. Donc, avec ces trois grands postes de dépenses, on arrive à une certaine somme de dépenses ou de non-rentrées. Et si on le rapporte au budget général de l'État, on arrive à 7%. Je dis ça parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de débats sur le financement de recherche. Il y a tous les syndicats de la recherche avec qui on est en discussion qui, eux vont défendre effectivement des augmentations de budget ou en tout cas d'arrêter les baisses de financement de la recherche. Voilà, nous, on n'a pas travaillé sur ces chiffres-là. On va soutenir le travail syndical, mais c'est sur... voilà, on essaie de... Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une lecture politique de ces dépenses de recherche. Et c'est assez, et même très difficile. Oui, mais malgré tout, le résultat est assez éclairant parce qu'encore une fois, on peut penser que la recherche, c'est qu'un truc neutre, c'est un truc qui coule de source, en fait. Mais en fait, on voit qu'il y a des vrais choix qui sont effectués derrière, à la fois par rapport aux destinataires. Tu parlais du crédit impôt recherche. En fait, c'est en gros, on veut aider dans la recherche, on y inclut l'innovation des entreprises, préconise plutôt l'un ou l'autre au niveau de l'État, et puis surtout les secteurs. Donc, il y a l'automobile, l'aviation, numérique, aérospatiale, océan profond. Et c'est assez resserré. Il y a assez peu, finalement, de secteurs, en tout cas, qui sont privilégiés. Pour ce qui concerne le crédit impôt recherche, il y a des évaluations qui sont faites. En général, c'est des experts au niveau qui sont choisis par le ministère de la Recherche, qui vont évaluer dans les rapports que font les entreprises pour obtenir le CIR, si ce qu'ils défendent comme dépenses qu'ils allouent à la recherche est réellement de la recherche ou pas. Donc on a une sorte d'évaluation un peu binaire. C'est de la recherche ou ça n'en est pas. D'accord. Et si c'est de la recherche, alors c'est susceptible d'être de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche. D'accord. C'est une évaluation qui est très très différente de ce que vivent les chercheurs du système, dans les universités, dans les laboratoires, qui eux ont des évaluations qui sont pas binaires. Est-ce que vous faites de la recherche ou est-ce que vous faites de la recherche ? Parce que on va les évaluer sur l'excellence de la recherche, sur le contenu même. On va le dans le contenu détail, même, quoi. et c'est pas une classification basique, quoi. Voilà, c'est un petit peu plus exigeant. Voilà, exactement. D'accord. Donc ça, c'est sur le CIR. Sur les PIA, il y a effectivement... alors, les domaines que vous citiez, c'était surtout sur une enveloppe spécifique du PIA qui est France 2030. C'est une enveloppe supplémentaire qui a été votée en 2021, je crois, qui était aussi suite au Covid et suite au plan de relance. C'est une enveloppe supplémentaire qui est venue abonder en plus le PIA 4. Alors, c'est intéressant parce que cette enveloppe budgétaire, elle est quand même conséquente, c'est 34 milliards. Et pour l'anecdote, ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est un espèce de cavalier législatif. Et donc, il y a eu 45 minutes de débat, si je ne dis pas de bêtises, oui. Sur cet amendement qui représente 34 milliards. Et on avait un journal qui s'appelle Les Échos qui avait titré à l'époque que c'était l'amendement le plus cher de la Ve République. D'accord. Donc, pour nous, c'est plutôt de l'ordre de l'anecdote, mais ça donne quand même à voir à quel point il n'y a
aucune discussion sur le fond sur quel type de recherche on veut soutenir. Parce qu'effectivement, France 2030 va soutenir l'exploration marine, les micro-réacteurs nucléaires, un certain nombre de choix qui peuvent paraître scientifiques, mais qui sont aussi des choix très politiques. Oui. Et pourquoi ces choix politiques plutôt que d'autres? Et pourquoi, surtout, il n'y a pas de débat, alors à minima au sein de l'Assemblée, à maxima au sein de la société dans son ensemble. Pourquoi il n'y a pas de débat sur ces sujets-là, alors que c'est tellement déterminant pour le futur de nos sociétés? Ce que souligne l'étude, c'est qu'il y a une opacité, en fait, dans les décisions de choix et d'orientation en termes de recherche, et dans la constitution des groupes qui décident aussi. Ça m'a particulièrement frappé, à la fois en France, mais aussi au niveau de l'Europe ou en Europe. On constate que le budget, j'avais fait le calcul, il a fait plus 50% en 40 ans. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on met le paquet en fait sur la recherche, en prenant un mot valise qui est recherche et en y mettant plein de choses très, très, très variées. Est-ce que tu peux développer cette espèce d'opacité qui paraît complètement hallucinante, quoi? Alors le bond dont tu parles, il est là, on repart sur l'échelle européenne. Oui, Parce que tout à je pense fait. que Alors, sinon, il y a les chercheurs tout à fait. français qui Non, vont ouais. sauter de leur Ouais, chaise en c'est vrai. disant non, on n'a pas du tout Non, c'est au eu niveau de bond Europe, de en quart d'heure. effet. Donc c'est Parce que vraiment... l'étude, non, pour préciser, effectivement, l'étude porte à la fois sur le scope France, Oui. mais il y a aussi un volet européen. Oui. Voilà. Voilà. Sachant qu'en général, en France, on s'intéresse assez peu au budget de recherche européen. C'est quand même le 3e budget de l'Europe, donc c'est un budget énorme. Et c'est aussi un budget très structurant par rapport à ensuite la politique publique de recherche française, puisqu'on a un effet de mimétisme beaucoup en recherche, et ce qui fait que les orientations qui sont choisies au niveau européen vont ensuite probablement se décliner sur l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et donc, effectivement, les programmes cadres de recherche, comme je disais, on est à l'heure actuelle avec Horizon Europe au 9e programme cadre, donc il y en a eu 8 avant, et qui ont leur budget qui explose au fur et à mesure des programmes cadres. Il y a effectivement un lobbying assez intense d'un certain nombre d'acteurs, y compris d'acteurs industriels, pour faire en sorte que ce programme cadre soit conséquent. Avant Horizon Europe, il y avait eu des tribunes de différentes outils de lobbying industriel qui appelaient au doublement du budget du programme cadre. Là, à l'heure actuelle, sur Horizon Europe, on est sur un budget de 100 milliards d'euros sur 6 ans. Et oui, la question, c'est à quoi servent ces 100 milliards d'euros? Quel type de recherche ça finance? Alors, il y a presque quelque chose de plus clair au niveau de l'Union européenne, puisqu'au niveau de l'Union européenne, les politiques publiques de recherche, ça figure dans le traité constitutionnel européen, à l'article 173, qui met en évidence assez clairement que l'objectif de l'Union européenne en finançant de la recherche, c'est de soutenir la compétitivité industrielle et la croissance. Donc on est vraiment sur cette boussole. On va dépenser autant d'argent pour la recherche parce que ça va venir soutenir la compétitivité industrielle et la croissance. Donc on a une sorte de parti pris idéologique qui est assumé, et que de cela va découler un certain nombre de conséquences. La façon dont c'est organisé les programmes cadres, on a effectivement cette grande enveloppe et le cadrage général qui est discuté, négocié tous les 6 ans. On a des textes de loi, des allers-retours entre le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, la Commission. On a ce cadrage qui est fait, puis ensuite on a des textes un peu plus précis qui vont décrire la stratégie dans les différents domaines. Et ensuite, ça va donner lieu à des appels à projets auxquels pourront répondre des collectifs de recherche, en général collectifs qui vont être constitué de plusieurs laboratoires de plusieurs États membres. Et ensuite, on va voir, on a des évaluations de ces dossiers et un certain nombre de projets vont être financés. Ce qui était intéressant, peut-être qu'on
on y reviendra plus tard, mais la France est très attentive à savoir combien de projets français vont pouvoir gagner, en quelque sorte, les appels à projets européens, puisque pour la France, c'est un espèce de retour sur investissement. La France a financé le budget général de l'Europe et va voir revenir ensuite, si les laboratoires français arrivent à gagner les appels à projets, on voit revenir une partie de cet argent sur son territoire. Donc il y a vraiment un œil très 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 attentif sur la capacité des équipes de recherche français à avoir les appels à projets, ce qui explique un peu aussi la façon dont les négociations vont être menées au moment des préparations des programmes cadres, parce que chacun des États membres va pousser un peu les sujets de recherche vers ses champions nationaux. Alors, tu vois, c'est là que j'avais tendance à penser, là, je me dis dans la tête, ça veut dire que du coup, la France essaye de se caler sur les orientations européennes en matière de recherche pour récupérer des projets, etc. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a aussi un jeu d'influence et de pouvoir entre ce que le pays veut pousser, en l'occurrence la France, pour influencer les budgets. Enfin, c'est un peu des vases communicants. Oui, c'est un peu des vases communicants, effectivement. Ce que va mettre l'Union européenne dans son programme de cadrage, ça va avoir un impact, parce que si tout le monde se met à faire de l'IA, voilà, personne ne veut rester cavalier seul, et les États membres vont vouloir aussi faire de l'IA, etc., etc. Il y a une espèce de surenchère sur ce que nous, on appelle la science citoyenne une forme d'économie de la promesse, c'est-à-dire qu'on va promettre que telle innovation scientifique va tout résoudre, tout avoir un changer, ROI, quoi, en fait, dans le truc, ouais, voilà, et donc tout le monde s'y met, et il y a vraiment une forme de panurgisme là-dessus. Mais effectivement, au moment où les appels à projets vont sortir, la France va avoir intérêt, je ne sais pas, si Renault a développé telle ou telle technologie, à ce qu'il puisse y avoir des appels à projets qui sont en lien avec telle ou telle technologie, quoi. Et donc c'est pour ça que la France, le ministère de la Recherche, organise ce qu'ils appellent des groupes thématiques nationaux sur un certain nombre de domaines qui vont être ensuite, voilà, ça va être santé, agriculture, énergie, climat, qui correspond à la structuration, on va dire, des programmes cadres. Et ces groupes de thématiques nationaux, effectivement, ils ne sont pas publics. Enfin, leur composition n'est pas publique. Alors, je mets un bémol, parce que quand on s'est rencontrés, Frédéric, il y a quelques temps, ça n'était pas public. Et il se trouve que on a quand même des choses qui continuent à fonctionner dans le débat démocratique français. Quand nous, on a mis ce sujet devant certains députés ont relayé ce souci au sein de l'Assemblée nationale, ont posé une question au gouvernement, et cette question au gouvernement qu'on avait posée en 2024, on a eu une réponse la semaine dernière, voilà. avec la publication de la composition, un peu en vrac. Donc maintenant, il s'agit pour nous de faire une analyse de qui compose les GTN. ces GTN. Donc, Comme quoi, tu vois, c'est peut-être notre rencontre qui a fait que ça. voilà, en tout cas, c'est utile, Ouais. de toujours D'instruire les interpeller dossiers, d'aller chercher, et de chercher les informations, quoi. Retour au niveau européen. Ce que révèle aussi l'étude d'Horizon Terre, c'est que la Commission européenne appuie ses orientations budgétaires en matière de recherche sur les recommandations du High Level Group, un groupe d'experts dont la composition est contestée. Elle a convoqué un comité d'experts qu'elle a appelé le High Level Group, C'est ça. donc avec un processus de choix des experts, avec un certain nombre de critères, toujours d'excellence, etc. On se rend compte, quand on regarde un peu plus la composition de ce High Level Group, c'est que c'est 15 personnes qui ont été choisies. Donc dans ces 15 personnes, je crois qu'il y en a déjà 5 qui sont un peu à mi-chemin entre le chercheur et l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal d'entre eux qui ont une double casquette, qui ont peut-être un poste de chercheur en sciences, dans le domaine académique, en université, mais par ailleurs, qui font du business sur les connaissances qu'ils produisent. Donc c'est une vision déjà bien Puis risque de particulière. conflit d'intérêts aussi. Risque de conflit d'intérêts, je ne sais pas si c'est dans leurs recommandations, mais Oui. en tout cas, c'est une certaine vision de la recherche. D'accord. En tout cas, nous, c'est ce qu'on reproche. Et puis, il y a aussi, dans les 15, une forte dominance sur des chercheurs qui viennent des technologies de l'information et de la communication.
Et c'est souvent quelque chose qu'on voit quand on regarde les programmes cadres de la recherche. On a une orientation vers le tout numérique qui est quand même très très prégnant, avec un pari idéologique pour moi, qui est que les problèmes environnementaux que l'on rencontre à l'heure actuelle seront résolus par des solutions numériques nouvelles qui, et ça tombe bien, créeront aussi de nouveaux marchés et qui, ça tombe bien, contribueront aussi à la croissance. Donc on est dans une espèce de perpétuation du business as usual, en disant ne changeons surtout rien à nos modes de consommation, nos modes d'organisation socio-économique. Nous allons réussir à trouver, dans le domaine de la santé, on va faire de la médecine numérique, médecine prédictive. Dans le domaine de l'énergie, on va faire des smart grids. Donc voilà, on va toujours avoir la solution numérique à chacun des problèmes qu'on va rencontrer. Le problème, c'est que voilà, donc ça, c'est le high level group qui est sous cette dominante idéologique, mais c'est plus globalement l'ensemble du programme qui est sous cette dominante idéologique. Alors le programme est tellement grand, il y a 100 milliards d'euros, qu'il y a toujours des petites choses, on pourra toujours me rétorquer, quand même, il y avait tel projet qui s'intéressait aux problématiques de degrowth, par exemple, ou de décroissance, décroissance, ou tel autre sujet, où va y avoir un projet sur plusieurs projets d'agroécologie. Donc certes, dans les 100 milliards, va y avoir potentiellement quelques petites choses. Mais on a un tel rouleau compresseur derrière vers d'autres technologies qui, une fois qu'il y aura eu des milliards et des milliards d'euros qui auront été dépensés pour mettre au point ces technologies, après, il y a des acteurs économiques qui voudront que ça arrive sur le marché. On ne va pas laisser perdre des innovations. Il y a une notion de ROI, de retour sur investissement, de résultats en fait, qu'on attend. Mais c'est intéressant dans ce que tu dis, on fait un peu d'agroécologie, on fait beaucoup d'IA. C'est un peu, on laisse la place à tout le monde, mais on laisse plus de place à certains qu'à d'autres. En fait. Voilà. Un peu... Effectivement, quand on regarde un petit peu, là je parlais de l'attention que pouvait avoir la France sur le retour sur investissement de ce qu'elle récupère du programme cadre européen. Il y a quelques années, ils avaient publié quels étaient les plus gros bénéficiaires français de cet argent de politique publique de recherche européenne. Donc évidemment, dans les premiers bénéficiaires français, il y a le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, les grandes institutions de recherche françaises. Et puis, il y a aussi des acteurs privés. Je crois qu'on a Thales qui arrive en 4e place, puis Airbus, puis Safran, etc., etc. Donc, on a les grands capitaines de l'industrie française. Là, j'ai cité Thales, Airbus, etc. Donc, on est dans l'aéronautique, la défense. Donc, je pense que cette tendance-là va encore exploser dans les programmes cadres. C'est une tendance qui va encore s'empirer, on va dire. Et pour les gens qui sont porteurs d'autres souhaits pour nos sociétés comme moi et comme les gens qui sont regroupés dans Sciences Citoyennes, c'est très problématique. C'est-à-dire que on n'a aucune place à une transition écologique, environnementale, sociale qui puisse aller dans un autre cadrage que ça. Alors ça, c'est niveau européen et français sur les choix de secteurs à favoriser. Mais même, tu dis que j'ai l'impression que dans la recherche, si j'ai bien compris, dans la recherche publique, il y a une tendance à faire des projets partout, quoi. Travailler en agence de programme, en fait, c'est-à-dire qu'avec pas de temps et de résultats très courts. Donc, c'est une manière, en fait, d'insérer une logique d'entreprise dans la recherche publique. Est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce que je me trompe? Alors, il y a ça, effectivement, ça c'est une revendication très forte de la part de la communauté des chercheurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont connu une époque où les laboratoires avaient des crédits récurrents qui leur permettaient de fonctionner et de ne pas avoir à chercher leur financement au jour le jour. Et là, on est vraiment passé sur quelque chose où les crédits récurrents sont réduits à peau de chagrin, ce qui fait que chaque chercheur doit non seulement faire ses enseignements, faire sa recherche, mais passer un temps inouï à la recherche de financement avant de leur programme, à faire aussi des promesses. Je parlais d'économie de la promesse tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils promettent monts et merveilles par rapport à des choses qu'ils n'ont pas encore découvertes, mais dont ils assurent qu'ils le découvriront un jour. Donc ça, c'est sur les modalités de la recherche. Et
outre les modalités qui sont effectivement de l'ordre une sorte qui se rapproche du management et d'une vision un peu déjà très compétitive de la recherche, et peut-être issue du monde privé, mais il y a aussi, c'est une forme de cadrage politique des sujets de recherche qui peuvent être soutenus financièrement et celles qui ne peuvent pas, tout en disant pas vraiment son nom. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de texte qui décrive la stratégie publique de recherche française. Il y a des appels à projets à l'Agence nationale de la recherche. On a effectivement les agences de programme qui sont en train d'émerger, dont on espère qu'on va avoir un peu plus de communication sur quel cadrage ils vont se donner. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun texte qui va nous dire le gouvernement français ou le Parlement français choisit à l'heure actuelle une stratégie de recherche telle qu'on va aller sur justement peut-être le tout numérique ou au contraire pas du tout le tout numérique. Il y a des choses qui existent, des textes qui existent, en particulier chaque année, lors du vote sur le budget. On a ce qu'on appelle les jaunes ou les bleus budgétaires qui vont décrire un petit peu des choses, où va aller le budget de la MIRES, de la mission interministérielle de la recherche. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est des choses, le texte qui décrit la MIRES va nous dire, on va décrire de façon non exhaustive les différents quelques priorités de recherche que se donne la France pour les prochaines années. Mais on n'a pas une vision macro très, très, très bien définie, quoi. Donc ça, c'est aussi très problématique. Oui, c'est très problématique. Parce que le problème, c'est pas que ce texte-là n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas d'espace démocratique pour en discuter. Oui, c'est ça. Le Alors problème. justement, si on passe à votre préconisation, ce que j'avais vu dans l'étude, c'est qu'il y avait une préconisation pour faire une convention citoyenne pour la recherche, c'est ça? C'est comme ça que prescriptive pour la recherche? Oui. Alors, qu'on appelle parfois convention citoyenne de programmation de recherche. Voilà. Comment ça fonctionne, ça? Comment ça fonctionnerait? Alors, comment ça fonctionnerait? Ça fonctionnerait pour nous en 2 étapes. C'est-à-dire une première étape avec une convention un peu se rapprochant des conventions qu'on a vécues là sur la convention climat, fin de vie et temps de l'enfant. Une convention qui rassemble environ 150 citoyens tirés au sort, qui sont ensuite formés de façon pluraliste et contradictoire au sujet qui est traité, donc dans notre cas aux politiques publiques de recherche, et qui vont, à l'issue de cette première convention citoyenne, établir des recommandations un peu générales sur les grands équilibres du budget de recherche. Pour nous, cette convention, elle a plusieurs intérêts, c'est-à-dire que, en quelque sorte, ça forcerait le débat démocratique sur tout ce que je viens de signaler, qui était opaque et peu défini à l'heure actuelle. Ça nous forcerait à avoir une lecture un petit peu du budget de recherche un peu politique. Est-ce qu'on veut rester sur ces grands équilibres-là? Est-ce qu'on veut les questionner? Est-ce qu'on veut en parler? Je pense que cette première convention permettrait de faire ça et de donner du coup une transparence à ces grands équilibres. Et ensuite, on souhaiterait que cette première convention, elle puisse distinguer un certain nombre de thèmes sur lesquels elle voudrait qu'il y ait une priorité de recherche qui soit faite. Et ces thèmes, je ne sais pas, ça pourrait être, peut-être ça sera l'IA, peut-être ça sera le métier, comment penser le métier de l'agriculteur au XXIe siècle, je ne sais pas quel sujet pourrait être issu de cette convention citoyenne, mais l'idée ce serait qu'il y aurait ensuite des conventions citoyennes de plus petite taille, par exemple avec seulement une quinzaine de citoyens, qui traitent de ces sujets-là pour un peu préciser, on va dire, quelle pourrait être l'orientation. Donc là, on est bien sur une orientation politique, on n'est pas sur une orientation scientifique. Quelle pourrait être l'orientation politique qu'on voudrait donner? Qu'est-ce qu'on cherche, quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Sur quel sujet on pense qu'il y a vraiment une production de connaissances qui est urgente, dont on a besoin là tout de suite pour changer de modèle ou pour ne pas changer de modèle. Et donc ces plus petites conventions citoyennes thématisées donneraient ensuite, on souhaiterait que ce qu'elles appellent de leur vœu soit prescriptif pour au moins 10% du budget de recherche. Alors, pourquoi 10%? Non, j'ai pas eu la question. C'est une vraie question. Non, mais en fait, j'ai fait une petite moue, mais je me dis, ça paraît peu, non? Alors, est-ce que ça paraît peu? Est-ce que ça paraît beaucoup? Selon l'interlocuteur auquel je m'adresse, j'ai des réponses assez différentes.
dans le collectif que j'ai décrit en début d'entretien, qui s'appelle Horizontaire, on a essayé de faire effectivement une stratégie alternative de recherche. On est parti du principe de dire, bon, bah, nous, si on se donne comme boussole, non pas la compétitivité industrielle et la croissance, mais plutôt, au contraire, la décroissance et une autre forme d'organisation de la société, alors de quel besoin de connaissances a-t-on besoin prioritairement? Et on s'est calé un petit peu sur le format des textes de loi des programmes cadres européens, et on a fait notre propre texte de loi sur différents sujets, le sujet de la santé, le sujet de l'agriculture, etc. Et quand on regarde le document qu'on a produit dans les années 2021-2022, qui fait une centaine de pages, on voit que les questions prioritaires de recherche qu'on met sont beaucoup dans le domaine de l'économie, dans le domaine des sciences humaines et sociales, etc. Et donc, des recherches qui sont peu coûteuses en termes d'investissement et de dépenses publiques. Donc, c'est aussi la raison du 10%. C'est-à-dire D'accord. que le pari qu'on fait, c'est qu'il y aurait déjà tant à faire avec ce qu'on a mis dans 10%, Horizontaire, ouais. mais peut-être que ça sera complètement autre chose. Nous, on fait confiance au débat démocratique pour aboutir à des choses qui seront sûrement plus intelligentes que ce qu'on a produit dans Horizontaire. En tout cas, on fait le pari que ça nous donnerait déjà un levier de changement très important par rapport à ce qui est actuel, la stratégie générale de recherche. Par ailleurs, ça répond aussi à une demande qui est issue de la communauté académique. On a de plus en plus de chercheurs, que ce soit scientifiques en rébellion, mais des collectifs de chercheurs type Labo 1.5, Atécopole, etc., qui se posent énormément de questions sur leur pratique de recherche et l'utilité sociale de leur recherche. Voilà, nous, on se dit qu'on offrirait un espace, un budget dédié, où on permettrait des recherches qui soient décidées, non pas par le politique, mais par les citoyens, de façon transparente, et qui permettraient de faire d'autres connaissances. Compris. Alors, il nous reste quelques minutes et on va bientôt terminer, mais ça me pose la petite question qui gratte de notre entretien. Je pense à la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une bonne idée sur le papier, mais qui finalement a donné peu de résultats. Est-ce que c'est pas un risque d'organiser à peu près la même chose? Alors peut-être que c'est différent, mais de ce que j'entends, ça paraît être à peu près la même chose au niveau de la recherche. Alors, c'est un très grand risque. Et c'est là-dessus que Sciences Citoyennes travaille aussi depuis un très grand nombre d'années. Effectivement, l'association essaie de travailler sur les conventions citoyennes depuis très longtemps, puisque les conventions citoyennes, à la base, c'est un dispositif qui a été pensé pour les questions complexes, que ce sont les questions scientifiques et techniques. Donc, ça a été développé initialement par le Danish Board of Technology, qui fasse en sorte qu'on ait une sorte de démocratie améliorée par la formation des personnes devant établir des recommandations sur des sujets complexes. Ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle, c'est une proposition de loi constitutionnelle qui permette d'inscrire des grands principes sur comment doit être pensée une convention citoyenne qui réponde vraiment aux enjeux démocratiques du moment. D'accord, donc en anticipation de ça, vous créez le cadre législatif, c'est pas juste un événement que vous organisez, quoi. Donc en fait, on a deux plaidoyers un peu en parallèle en ce moment dans notre association. Un plaidoyer pour les conventions citoyennes, pas forcément que sur les enjeux scientifiques et techniques, mais surtout pour qu'elles soient faites correctement et que soit correctement pensée de la façon dont la formation est faite, dont le tirage au sort est fait, mais surtout, là où le bas blesse, et effectivement, comme tu le soulignais un temps, surtout sur l'articulation entre démocratie représentative et démocratie participative. Effectivement, à l'heure actuelle, nous sommes dans un régime où c'est de démocratie représentative. La Constitution ne permet pas que des citoyens puissent écrire les lois à l'heure actuelle. Ce que nous, on propose dans la proposition de loi sur laquelle on travaille avec des députés et des sénateurs, je pourrais vous renvoyer vers un colloque qu'on a organisé il y a un mois au Sénat. Ce que l'on propose, c'est une façon de faire pour que la démocratie représentative et en quelque sorte des comptes à rendre sur les recommandations qui sont issues des conventions citoyennes. Vous avez en tête cet angle mort, en fait. Tout à fait. Et qui peut Tout à fait. saper par le bas les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des gens qui nous écoutent pour vous aider, pour s'impliquer, pour faire émerger ce concept de science citoyenne? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, il y a plein de choses à faire, plusieurs niveaux d'implication possibles, on va dire. Le niveau le plus facile, on va dire, c'est la signature d'une pétition. On a lancé il y a quelque temps une pétition sur le site Green Voice, où justement on essaie d'expliquer rapidement les enjeux que je vous ai décrits aujourd'hui et le fait qu'on appelle de nos voeux des conventions citoyennes de programmation de recherche qui soient prescriptives sur au moins 10% du budget de recherche, et ce, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale française. Donc ça, c'est une pétition qu'on peut signer, qu'on peut relayer, qu'on peut faire grossir pour créer un rapport de force qui augmente de jour en jour. Je signale d'ailleurs que moi, travaillant ces sujets-là depuis quelques années, je suis surprise par le nombre de citoyens et d'élus qui s'intéressent à ce sujet-là que j'estime être grandissant. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, il me semble, est de plus en plus vu comme quelque chose, comme le nerf de la guerre pour un certain nombre de chercheurs ou de citoyens qui sont conscients de ces enjeux-là. Voilà, il y a la pétition. Après, il y a l'organisation aussi d'événements pour débattre de ces questions-là, que ce soit dans vos associations, dans vos universités ou autres. Et puis, il y a aussi la rencontre avec les parlementaires qui peuvent être très intéressantes. Les parlementaires sont souvent bien plus disponibles et bien plus intéressés que ce qu'on suppose. Et donc voilà, je vous ai parlé d'une victoire qu'on a obtenue sur la transparence des GTN. C'est grâce à des adhérents de l'association qui, à un moment donné, sont allés voir leurs députés dans leur circonscription, avec qui ils ont pu échanger là-dessus. Et puis, c'est la députée de la circonscription bretonne qui a posé la question et qui donne lieu à des avancées, petit à petit. On souhaite qu'à l'avenir, on ait une science et une recherche qui soit cohérente avec les enjeux climatiques, ce que vous essayez de pousser, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci beaucoup, Aude, pour cet entretien. Merci Hyper pour l'entretien. C'est comme d'habitude, j'ai 1 milliard de questions en plus, mais le format podcast nous invite à en rester là. À très bientôt, et puis merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Pelote. Cet entretien m'a permis de comprendre qu'il était fondamental de s'intéresser aux choix budgétaires et orientations de recherche qui sont des choix en grande partie politiques. La recherche n'est pas l'apanage de quelques spécialistes et experts. Elle est un bien commun que nous devons toutes et tous nous approprier. Quels sont les enjeux fondamentaux pour notre avenir sur lesquels le génie humain doit s'employer à appréhender ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de La Pelote. Salut!